Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. On démarre lundi avec Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui était notre invité, interrogé sur la révision des lois de bioéthique et l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le ministre s'est montré serein, indiquant que le débat ne viendrait pas fracturer l'unité de la majorité présidentielle. La volonté du président de la République et du Premier ministre, c'est d'entrer dans le débat avec autant de sérénité que possible. Nous n'en faisons pas un porte-étendard quelconque. M. Woerth a raison. Dans les groupes, il y a des opinions de nature différente et ce n'est pas une question d'opposition et majorité. Il me semble que dans chaque groupe, il y a des gens qui, en conscience, portent un regard différent sur tel ou tel sujet et pas seulement sur la PMA. Y compris dans la majorité, est-ce qu'il y a un risque de diviser? Mais il n'y a pas de risque de division quand on se respecte et quand on sait le texte qu'on veut poser. Le risque de division, il est parfois sur des fractures personnelles, sur le fait que certains puissent... comment dirais-je, avec leurs convictions y aller un peu fort, mais il n'y a pas de risque de division en tant que tel. On est sur des questions éthiques. Un mot sur une autre réforme, la réforme constitutionnelle. On n'y voit plus très clair sur le calendrier. Est-ce qu'elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement? Elle est toujours à l'ordre du jour du Parlement. Le Premier ministre et le Président de la République ont posé clairement les choses. D'ailleurs, le Président du Sénat aussi, au fond. On voit bien les points d'accord que nous avons aujourd'hui, en particulier sur le sujet constitutionnel, et on voit bien le point de désaccord qui existe encore aujourd'hui. Sur le projet de loi organique, sur la réduction du nombre de parlementaires en particulier, le président Larcher, à juste titre, à mon sens, a dit que c'était un tout. La révision constitutionnelle, le projet de loi organique, le projet de loi ordinaire qui vise, lui, à introduire une part de proportionnel. Et donc, on a encore un travail à faire. Je trouve que les positions ont convergé. À la même époque, l'an dernier, il me semble que nous étions plus éloignés. Vous, comme vous l'avez dit, vous êtes issu du MoDem. La proportionnelle, c'est une revendication historique de votre parti. Là-dessus, vous entendez ne pas lâcher? Oui, c'est pas seulement une revendication. Quel est le pourcentage le pourcentage qui est posé sur la table est un pourcentage à 20% dans le texte qui sera présenté. C'est pas une question du MoDem. C'est une question de faire en sorte que les différents courants de la vie politique française soient représentés, de trouver le juste dosage qui permette à la fois une stabilité au sein de l'Assemblée nationale, parce que la Ve République, sa solidité, c'est aussi sa stabilité, et en même temps qui permettent une représentation des courants, et le débat naîtra. Et puis vous voyez bien que c'est pas la même chose, une proportionnelle à 20% sur 577 députés, une proportionnelle à 15% corrective sur 450, vous voyez, il y a des tas d'options qui sont encore discutables et qui seront discutées, j'en doute pas. On va parler du Parlement, autre sujet, avant de parler des textes à venir dans les prochaines semaines. Et ils sont nombreux. Un mot sur le calendrier. La session extraordinaire commence lundi prochain. Est-ce que vous savez quand elle prendra fin? Au plus tard, a priori, quand je dis a priori, c'est une quasi-certitude, à la fin du mois de juillet. Après, tout dépendra d'un certain nombre de commissions mixtes paritaires. On a une commission mixte paritaire conclusive sur la santé, une commission mixte paritaire conclusive sur l'école. Ça dépend aussi évidemment de ces navettes qui se déroulent ou qui ne se déroulent pas et qui détendent ou retendent le calendrier parlementaire. L'idée que nous avions, c'était de terminer la navette de textes importants. Je pense à la loi d'orientation mobilité, j'ai cité école et santé. Il y a la loi fonction publique qui est encore en examen au Sénat cette semaine. Et puis un certain nombre de textes qui ont moins été visibles, mais je pense au texte sur l'Alsace, je pense au texte sur l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a été voté la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'autres textes. Et puis, quand on voit que la loi mobilité, ça a commencé en février, ça va s'achever au mieux en juillet, la grande loi fondatrice de la seconde partie du mandat, c'est la réforme des retraites. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, c'est pour quand? Parce que le calendrier est bien bouché. Cette loi, c'est celle que les Français attendent. Quand est-ce que vous allez pouvoir la programmer? Bon, je crois qu'il y a plusieurs lois qui étaient attendues par les Français. Ceci dit, cette loi-là est une réforme de systémique, comme on dit. Au mois de juillet, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, présentera les conclusions du travail qu'il a fait depuis quasiment 18 mois désormais, en dialogue avec les organisations syndicales, avec le terrain, avec les Français, pour donner les grands principes de son texte, les grands principes de cette loi. Et puis, on est sur un horizon qui sera au tournant de l'hiver. Vous citiez la loi mobilité en disant présentée au mois de janvier-février et votée au mois de juillet. C'est pas un délai fou, 6 mois pour voter une loi de cette ampleur-là. Après, on verra dans le calendrier parlementaire à quel moment on peut le faire. Ceci dit, la loi d'orientation sur les retraites est une loi importante parce que c'est une loi qui nous projette sur plusieurs années, plusieurs décennies. L'objectif étant d'ailleurs d'avoir une réforme suffisamment profonde, mais en même temps une réforme qui se déroule dans le temps.
Il n'est pas question d'organiser des ruptures violentes. Il faut qu'on ait une perspective pluridécennale pour faire en sorte qu'on puisse voir et que chaque citoyen puisse voir en conscience quelles sont les annuités dont il aura besoin. Ça sera après les municipales, très clairement. On verra. On n'est pas seulement avec comme horizon l'horizon électoral. La réforme, elle n'attend pas forcément les horizons électoraux. La question, c'est d'avoir des réformes qui soient suffisamment explicitées devant les Français et dont les débats soient de qualité. Mardi matin, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, qui était notre invitée. Elle a annoncé qu'une étude pour étendre la vignette critère 1 aux véhicules diesel nouvelle génération serait prochainement menée et a affirmé que cette attribution ne serait pas automatique. Alors moi, je travaille sur ce dossier de l'usine Bosch depuis plusieurs mois. Je suis allée sur place, j'ai visité l'usine, qui est une usine, je tiens à le dire, qui est extrêmement moderne. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est une usine qui a la capacité de rebondir sur de nouvelles activités. C'est tout l'enjeu de cet accompagnement que nous faisons autour de sujets comme le diesel, qui sont des sujets effectivement de transition. C'est comment charger des usines qui ont des savoir-faire et qui ont des machines modernes avec des activités d'avenir. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. On a regardé des sujets d'aéronautique, des sujets d'hydrogène. Nous leur avons également confié la possibilité de faire les diagnostics BPI pour l'usine du futur. Donc on leur donne même de la charge. Sur le nouveau diesel, est-ce que vous allez leur confirmer que les nouveaux moteurs diesel auront le droit à ce qu'on appelle l'étiquette critère 1 qui permet de rouler les jours de pic de pollution aux particules fines? Ce que je vais leur confirmer, c'est que nous allons, François de Rugy et Bruno Le Maire sont d'accord pour lancer une étude de mesures précises en conditions réelles des nouvelles motorisations diesel pour les comparer à des véhicules... Une étude, ce ne sera pas automatiquement non, c'est pas automatique la vignette. parce que je pense que les Français ont besoin de transparence sur ces sujets-là. On leur a d'abord expliqué que le diesel, c'était fantastique. Ensuite, on leur a expliqué que le diesel, ça tuait des gens. Si on leur explique maintenant qu'il y a du diesel qui est gentil et du diesel qui est méchant, personne ne va s'y retrouver. Donc, il faut qu'on fasse une étude très précise sur où en sont les nouvelles motorisations, comment elles se comparent à des véhicules qui aujourd'hui circulent en critère 1. Si ces motorisations sont plus propres que ces véhicules qui circulent en critère 1, alors ces moteurs doivent être reconnus comme tels et circuler en critère 1. S'ils sont toujours plus dangereux que des véhicules qui circulent en critère 1, alors il ne faut pas leur donner ce critère 1. La France n'a rien à reprocher à Huawei, l'équipementier chinois en pointe dans la 5G, c'est le Bercy qui dit ça. Pourtant, cette société est accusée par notre grand allié, les États-Unis, d'être à cheval de Troie de Pékin dans l'économie mondiale, notamment avec des risques pour la défense nationale, etc. On n'est pas solidaire des Américains dans cette affaire? Je ne crois pas que l'on doit effectivement pointer du doigt de cette manière et dans une forme d'unilatéralisme évident, pardon, mais l'executive order du 17 mai dernier, c'est aussi une atteinte à la souveraineté d'un certain nombre de pays. Lorsque vous imposez... L'executive order, c'est ce que le président américain a ordonné. C'est donc l'équivalent d'un décret, on va dire, qui interdit à des entreprises américaines de travailler avec Huawei, mais par effet de contagion, qui peuvent concerner des entreprises qui ne sont pas américaines. Je pense que ces sujets-là sont suffisamment importants pour que l'on puisse considérer que nos industries n'ont pas à souffrir de décisions directement prises par un président, quel qu'il soit. Pour rester dans le domaine industriel, le gouvernement a mis son veto au rapprochement entre Renault et Fiat. Est-ce que le dossier est clos? Non, c'est tout à fait inexact. C'est FCA, Fiat, qui a retiré son dossier. Je le redis parce que là aussi, ne racontez pas des histoires. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a posé 4 conditions. 3 conditions étaient remplies. La 4e condition, qui était une condition, mais que n'importe quel administrateur faisant son travail de manière professionnelle aurait posé, c'était nous voulons être sûrs que Nissan soutient cette opération et nous souhaitons avoir 3 jours de plus pour vérifier ce point puisqu'il n'est pas si évident que ça autour de la table du conseil d'administration. Suite à cette proposition, Fiat a retiré son offre. C'est très bien, nous en acceptons, cette décision. Est-ce que le dossier peut être ouvert ? C'est une décision qui intéresse d'abord les entreprises. Donc, si Fiat souhaite revenir à la table des négociations, libre à lui et libre à Renault de reprendre le cours de la conversation. Mais en tout état de cause, les 4 conditions qui ont été posées, qui sont encore une fois des conditions de bon sens. Premier point, on est attentif aux sites et aux emplois. Deuxième point,
On souhaite que Renault participe au dispositif batterie électrique et s'investisse dedans parce que c'est majeur pour l'industrie automobile européenne. 3e point. Et 4e point, on souhaite une gouvernance équilibrée. Ces conditions, elles existent toujours et on peut avancer. Et je pense qu'on a fait du bon travail et qu'on a protégé les intérêts et de Renault et de ses actionnaires et de la France industrielle. Mercredi, c'est Laurent Hénart qui était notre invité. Le maire de Nancy et président du mouvement radical est revenu sur la réforme de la fiscalité locale et a plaidé pour une nouvelle vague de décentralisation. Il y a 2 progrès qui sont attendus par les élus. Un, je crois que si on veut transformer la France, il faut une nouvelle vague de décentralisation. Pas du bidouillage entre collectivités. Des compétences de l'État qui vont aux collectivités. Un vrai acte 3. C'est-à-dire que ce que fait le gouvernement actuellement, c'est du bidouillage entre collectivités? Non, ce qui a été fait avec Notré, Maptam, ce qui a été fait sous François Hollande, où l'État a pris au département pour donner aux régions, où il a modifié les agglos, où il a revu les périmètres de communes. En fait, d'une certaine manière, il a poussé les collectivités locales un peu à se battre entre elles. Mais il n'y a pas eu de transfert puissant de l'État vers les collectivités. Je crois que la transformation du pays passe par là. Et ça implique des blocs de compétences clairs. Et donc, ça implique des blocs fiscaux clairs. Et l'idée que le foncier bâti, par exemple, puisque c'est ce que vous évoquez, je pense, qui est déjà en bonne part aux communes et aux intercommunalités, soit complètement au bloc communal, c'est une bonne idée, je le dis. Alors après, il faut que les départements, est-ce que c'est par la CSG, par exemple, par une part de CSG, il faut que les départements aient aussi, bien sûr, une ressource fiscale affectée. Je voudrais juste attirer l'attention sur 2 sujets rapides. Un, il faut qu'on puisse garder une liberté de taux. Parce que si le conseil municipal ne peut pas faire bouger le montant de l'impôt, quelle sera l'incitation des habitants à regarder si la mairie est bien gérée? Aucune. Voilà. Et 2, le départ de la taxe d'habitation que vous avez évoqué aussi, moi je pense qu'il sera bien compensé puisqu'ils veulent le remplacer par d'autres impôts et que ça se fait en même temps, si je puis dire. Donc globalement, sur le niveau de compensation et les modalités, je pense qu'on peut trouver un bon point par le dialogue et notamment par l'expertise technique. Vous n'avez pas d'inquiétude là-dessus? Mais il y a un sujet, c'est qu'on perd le lien entre le fait d'habiter, d'utiliser les services publics et de contribuer à ces services publics. Vous parlez de nouvel acte de décentralisation. Et moi, je fais partie de ceux qui ont défendu l'idée d'une contribution de résidence, même minime. Depuis 18 mois, on est plutôt dans un phénomène de recentralisation. On a repris l'apprentissage aux régions, on supprime les impôts. Enfin, on n'est pas du tout dans ce que vous décrivez. Donc, moi, quand j'entends Édouard Philippe dire on va poursuivre la décentralisation, mais quand est-ce qu'elle a commencé depuis 18 mois et on est vraiment dans le phénomène inverse. Comment vous le vivez, vous qui avez appelé à soutenir l'action du président de la République? C'est quelque chose qui doit vous heurter quand même en tant que décentralisateur radical. Sur le sujet de la décentralisation, depuis 2017, depuis que le président a été élu, on a régulièrement alerté sur le manque de confiance envers les collectivités locales et sur le fait surtout que le président, qui dit vouloir transformer le pays, ne pourra pas le faire sans avoir des alliés. Et pour transformer le pays, le premier allié, c'est les collectivités locales. Dans l'acte 2 du quinquennat, ce qui a été annoncé, c'est 2 grandes évolutions. Un, l'arrivée sur le terrain des questions sociales, avec par exemple les retraites, mais aussi la dépendance ou la loi santé. Bon. Et 2, la volonté de faire confiance aux collectivités et d'établir un partenariat clair. Moi, je n'ai pas de raison de faire procès a priori au gouvernement. Voilà, il annonce un virage, il annonce une évolution. On peut comprendre qu'après les Gilets jaunes, ils se disent qu'il y a des choses à changer. Ils ont besoin de partenaires, les radicaux sont des partenaires indépendants et exigeants de la majorité pour conduire ce changement. Vous allez conduire une liste au municipal qui sera une liste La République En Marche ou une liste de coalition avec La République En Marche? Est-ce que vous demanderez l'investiture? Alors, il y a quand même ça qui est derrière. Depuis 5 ans, je suis à la tête d'une majorité municipale qui rassemble des gens qui ont des options politiques nationales différentes. Voilà. Ils ne votent pas pour les mêmes candidats au présidentiel de 2017. Ils ne votent pas pour les mêmes listes d'ailleurs, même si moi j'en ai soutenu une clairement aux européennes de 2019. C'est un peu particulier à Nancy quand même. En fait, oui, mais c'est très bien. Les signataires ne sont pas dans cette... Mais c'est très bien ainsi. Et c'est ce que je garantis pour ma ville. Voilà, les Nancéens, ils sont attachés à l'indépendance de leur ville. Et donc, moi, ce que je garantis, c'est effectivement une liste de rassemblement avec des gens qui ont des options politiques nationales différentes, avec aussi beaucoup de gens qui ne font pas de politique. La première adjointe est un chef d'entreprise qui n'a jamais eu de carte. Le deuxième adjoint, Gilles Bertil, qu'on connaît un peu, qui était jusqu'à il y a peu juge antiterroriste, qui s'occupe de la sécurité, n'a pas non plus milité dans les partis politiques. Son statut le lui interdisait, etc., etc. Deuxième remarque sur le sujet, je pense en plus que dans la période de décomposition politique dans laquelle on est, où les partis traditionnels s'effondrent. Le PS ne s'est pas rétabli aux européennes et les Républicains n'ont pas fait le score que d'ailleurs tous on attendait en observateur. Je pense que dans cette déconfiture des partis traditionnels, la logique des électeurs au municipal va encore plus être de regarder local.
la personnalité du maire, la composition de l'équipe, le bilan, le projet. Et c'est dans cette perspective-là que je me place. Voilà. Il y aura quand même des investitures. Alors je ne sollicite aucune investiture. Mais est-ce que vous avez eu la garantie de La République En Marche de n'avoir aucun candidat estampillé à de majorité présidentielle face à vous? À ce jour, non. D'ailleurs, les marcheurs du département réfléchissent, est-ce qu'ils font pas une liste à Nancy? Donc il pourrait y avoir une liste La République En Marche à Nancy. Et je respecte leur point de vue. Voilà. Jeudi matin, la porte-parole des Républicains, Laurence Saillet, a vivement réagi au dîner qui s'est tenu entre les élus, les Républicains et Marion Maréchal et a rappelé avec fermeté qu'il n'y aurait jamais d'alliance LR Rassemblement National. Alors à titre personnel, là je vais parler à titre personnel, je ne partage pas du tout leur opinion. Marion Maréchal-Le Pen mène un jeu qui est très dangereux parce qu'elle essaie de laisser penser qu'elle n'est pas dans le jeu politique tout en tirant quand même les manettes, en essayant d'effacer son nom. Mais Marion Maréchal-Le Pen, c'est la famille Le Pen, c'est le Front National. Et en ce qui me concerne, effectivement, il y a une ligne rouge. Oui, mais enfin, je veux dire... Je ne veux pas la critiquer, c'est une femme politique, elle s'engage, mais enfin au moins qu'elle le fasse franchement. Mais en ce qui me concerne, j'estime qu'il n'y a il n'y aura pas d'accord avec le Front National et les Républicains. Et ces élus, ça c'est permanent. Vous ne faites pas de différence entre Marine et Marion? Mais il n'y en a aucune. Je ne vois pas la différence, si vous voulez, c'est le Front National. Donc il n'y en a aucune, et j'estime que nous, les Républicains, c'est très important de ne pas montrer ces signaux parce que effectivement ça peut laisser après certains fantasmer sur des unions qui n'auront jamais lieu puisqu'il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Pour ne pas brouiller le message, est-ce que ces parlementaires, puisqu'il y a des parlementaires, députés, sénateurs, est-ce qu'ils doivent être exclus des Républicains? Mais chacun est libre. Vous n'allez pas être exclu parce que vous dînez avec les uns ou les autres. Quand on est exclu d'un parti, quand on s'engage politiquement dans un autre parti ou qu'on soutient un autre parti, les gens sont libres. Enfin, il faut arrêter cette police de la pensée. Ces conventions pour la reconstruction du mouvement, elles auront lieu quand? Oui, le 6 après juillet, l'élection du... Le 6 juillet, nous avons une première convention qui est destinée justement à redéfinir nos valeurs, notre socle, et à créer une dynamique dans les fédérations aussi au cours de l'été où chacun pourra revenir sur les sujets qui ont été abordés. Donc le parti fonctionne. Je ne vous cache pas que c'est difficile, que cette défaite des européennes est vraiment un gros coup, un coup dur pour nous, le départ du président Laurent Wauquiez. Puis, effectivement, il faut maintenant que cette élection à venir se passe le mieux possible. L'élection du prochain président. Tout à fait. On commence à parler d'un candidat unique. C'est peut-être pas quand même la meilleure stratégie pour rebondir. Alors moi, à titre personnel, je trouve qu'effectivement, c'est mieux quand il y a un peu de débat. Pour le moment, il y a une candidature. Il y a une candidature, c'est celle de Christian Jacob. C'est le meilleur candidat pour vous? Alors, en tant que porte-parole, vous me permettrez de ne pas prendre position, puisque je porte la parole de tout le parti. Après, à titre personnel, j'aime beaucoup, effectivement, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de cash et qui dit les choses et de très franc. Mais les autres candidats qui sont parfois cités sont d'une grande valeur. Vous appelez à se présenter, du coup? Non, moi j'appelle rien. Si plusieurs candidats. Vous savez, quand vous portez la parole d'un parti, vous essayez au maximum d'être dans la neutralité, et la base même de cette élection, c'est le respect de chacun qui voudra s'y engager. Donc ma responsabilité aujourd'hui, c'est justement de ne pas m'engager sur une candidature ou l'autre. Il y a ces conventions des LR, et puis parallèlement, Gérard Larcher, président de cette maison, lance aussi son entreprise de reconstruction. Il était dans la région avec Xavier Bertrand la semaine dernière, avec des élus de droite et du centre. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, il se dit que ça passera ailleurs que par le parti? Vous savez, toutes les initiatives sont bonnes, on l'a dit, on l'a salué dès qu'il l'a annoncé. Le président de Larcher a une grande autorité, et c'est bien, et il maîtrise parfaitement les territoires, comme d'autres élus de chez nous, évidemment. Ça ne brouille pas le... Non, tout ce qui sera fait, vous savez, je pense que la vérité, c'est que la droite est quand même fragilisée. Et que la question de fond qu'on doit se poser, et ça vraiment, je pense que c'est très important de le dire, peut-on accepter aujourd'hui, en étant républicain, et je ne parle pas républicain, le parti des républicains, mais en étant des républicains, peut-on accepter aujourd'hui de laisser se mettre en place un duel permanent, Front National contre Emmanuel Macron? C'est très grave ce qui peut se passer. Quelle place dans cette reconstruction pour des personnalités comme Xavier Bertrand, qui a quitté LR, ou Valérie Pécresse? Est-ce que... Ça, vous lui poserez la question, je ne sais pas si... Peu de contact avec lui?
ça c'est d'autres, si vous voulez... Non, mais il peut se poser un peu comme homme providentiel, quoi. Voilà, je suis parti à temps, j'ai eu raison. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est déjà de restructurer la droite avec toutes les forces qu'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que je vous le redis, et c'est important de le dire, si on se retrouve avec un centre mou d'Emmanuel Macron, pardon, mais c'est comme ça que je le définis et c'est mon opinion, et des extrêmes, c'est jamais la démocratie qui gagne. Et moi, en tant que républicaine, j'estime qu'il faut, pour le débat démocratique, une gauche, une droite, le centre de Macron, effectivement, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation qu'on a vécue à la présidentielle, qu'on a vécu les élections européennes. Le centre UDI, vous le mettez déjà dans le centre Macron ? Je ne sais pas ce que va faire l'UDI. Mais quand je dis centre mou, la politique d'Emmanuel Macron, c'est ce qui me semble. Enfin, c'est ma perception de la politique d'Emmanuel Macron. Parce que quand on veut rassembler la gauche, la droite, et du coup, ce qui amène à faire des réformes à moitié, ça ne fait pas avancer le pays. Vendredi, c'est Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, qui était sur notre plateau, en réaction au retard qui se multiplie sur les réseaux ferrés du fait de la forte canicule que nous connaissons depuis plusieurs jours. La ministre a tenu à rappeler que cette situation était inédite et qu'en effet, elle fragilisait nos infrastructures. Enfin, alors, je crois qu'il faut être clair, hein. Aujourd'hui, on vit une situation qui est totalement inédite. Classer des départements en vigilance rouge, ça n'est jamais arrivé. Et donc, on a par ailleurs 76 départements qui sont en vigilance orange. Mais là, c'est clairement la vigilance rouge. Mais clairement, notre réseau ferroviaire n'a pas été conçu dans la perspective de telles températures. C'est améliorable et ça va coûter très cher d'améliorer ou pas ? Il va falloir y travailler. Et combien ça va coûter ? Aujourd'hui, moi, je voudrais quand même dire que quand on donne des consignes en disant ceux qui peuvent reporter leur déplacement doivent le faire, c'est vraiment parce que le réseau ferré, aujourd'hui, dans des conditions de température de ce type-là, il est fragile. On aurait même pu interrompre les circulations ferroviaires dans les 4 départements en vigilance rouge. Avec les dirigeants de la SNCF, on a pris le parti de ne pas le faire, mais les installations ne sont pas conçues. Il faut s'attendre à des perturbations. Vous voyez, c'est ce que vous dites. Alors, il faut s'attendre à nécessairement devoir ralentir, mais vous dites chez nous, nos collègues, nos voisins suisses ont aussi des problèmes sur leur réseau. Ils ont interrompu les circulations entre la France et la Suisse. Il y a un TGV Lyria qui a été très fortement retardé. Donc voilà, on vit aujourd'hui un événement inédit et exceptionnel. Vous l'avez chiffré ou pas ? Vous chiffrez ce qu'il faudrait pour que les choses s'arrangent ? Enfin, c'est vraiment la conception même des rails qui se dilatent, comme vous l'avez dit, des caténaires qui se détendent, des matériels qui ne sont pas conçus pour résister à des telles chaleurs. Donc, je le redis, tous ceux qui peuvent décaler leur déplacement, la SNCF rembourse les billets, doivent le faire. La circulation différenciée pour les véhicules propres, vous l'avez mise en place dans les grandes villes notamment. Or, on assiste à des pics de bouchons. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens, néanmoins, prennent leur voiture, quel que soit le niveau de qualité de leur moteur ? Alors, donc je vous confirme qu'effectivement, dans cette situation exceptionnelle, on a pris des mesures exceptionnelles. C'est le décalage du brevet, c'est des fermetures au cas par cas de certaines écoles. Et donc, on a mis en place, sans attendre, sans tergiverser comme ça pouvait se faire avant, la circulation différenciée. De fait, les trafics se sont reportés, mais là encore, hein, les interdictions, tout le monde ne les respecte pas. Alors il faut faire des efforts aussi sur les infrastructures. Or hier, un rapport du Sénat nous apprend, c'est Hervé Moret qui a piloté cette mission, qu'il y a 25 000 ponts qui seraient dans un état préoccupant. C'est quasiment 10% du parc en France. Qu'est-ce que l'État peut faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un sous-investissement ? Attendez, c'est ce que je dis depuis 2 ans. Donc moi, je voudrais saluer la démarche des parlementaires, puisqu'évidemment, l'État s'est occupé de ces réseaux. Depuis 2 ans, je dis qu'il faut revoir nos choix d'investissement. On a un sous-investissement depuis des décennies, un sous-entretien des réseaux routiers, ferroviaires, fluviaux. Les sénateurs, dont je salue à nouveau la démarche, ont regardé ce qu'il en était pour les ouvrages des collectivités et ils confirment que là aussi, il y a certainement eu des sous-investissements. Moi, je vais regarder les recommandations de ce rapport. Il faut qu'on aide les collectivités, notamment avec des conseils de l'expertise. C'est bien ce qu'on fait. Vous sous-entendez que c'est qu'un problème des collectivités ? Il y a des ponts qui sont gérés par l'État et moi, très grand nombre. Je l'ai dit très clairement. Vous savez, dès que je suis arrivé au ministère des Transports, j'ai demandé un audit pour tous nos réseaux. Donc, le bilan a été fait sur les réseaux nationaux, notamment sur le réseau routier national, un audit qui a été rendu public et qui nous a conduit à prendre des décisions
Dès 2018, sans attendre les audits, on avait augmenté de 100 millions d'euros les crédits consacrés à l'entretien et à la régénération des ponts. Nos ponts, je voudrais rassurer, sur le réseau national sont surveillés, font l'objet d'inspections annuelles, d'inspections plus approfondies tous les 3 ans. Le cas échéant, on peut prendre des mesures de restriction, mais surtout on réoriente nos investissements sur l'entretien et sur la remise en état de ce patrimoine. Et je vais regarder les propositions de la mission sénatoriale sur comment accompagner les collectivités. Marion Maréchal-Le Pen, invitée du MEDEF pour les universités d'été. Plusieurs parlementaires de La République En Marche ont fait savoir qu'ils n'y participeraient pas, ces universités, si cette invitation était maintenue. Quelle est votre position, vous, dans cette... Est-ce que déjà on crie au sectarisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, le MEDEF, il est libre d'inviter qui il veut. Je dois dire que cette décision, à titre personnel, m'a surprise. Et moi, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on combat le populisme. Vous-même, vous n'iriez pas, donc? Non, moi, je ne pense pas. Enfin, je vous dis franchement, je pense qu'aujourd'hui, et y compris le MEDEF devrait y être sensible, cette montée des populismes est quelque chose de préoccupant pour la cohésion dans notre pays, pour la cohésion en Europe. Et je pense qu'il faut qu'on trouve des réponses parce que ça traduit des inquiétudes qu'il faut entendre. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Merci de votre fidélité. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.